Françoise Barnabé, infirmière au Centre Ressources Autisme Center. À mes côtés, Orlane Duhamel, qui est diététicienne en pédiatrie au CHU de Rouen, et Caroline Dubois-Levasseur, qui est orthophoniste à la fois donc au Centre Ressources Autisme et au CAMPS du CHU de Rouen. Depuis septembre, notre Centre Ressources Autisme organise chaque mois des mini-conférences sur des thèmes précis, suivis de fiches ressources mises à disposition sur notre site internet et d'un Facebook Live pour répondre en direct à vos questions. C'est pourquoi nous nous retrouvons sur la thématique de l'alimentation et l'autisme après la conférence donnée par Madame Rochedi qui nous a présenté l'étude de sa thèse sur la socialisation alimentaire des enfants avec TSA, dans laquelle 79% des familles interrogées, elles étaient donc 322, ont rencontré des problèmes alimentaires. Pour commencer et introduire un petit peu le sujet, nous souhaitions revenir sur les principaux facteurs, mais très très brièvement, en jeu pour comprendre les particularités alimentaires que l'on retrouve dans l'autisme. Donc, parmi ceux-ci, on retrouve plus particulièrement donc des particularités sensorielles de type hypo ou hypersensibilité qui peuvent avoir une influence directe sur le comportement et les choix alimentaires. Le repas peut être donc perçu comme une expérience désagréable. Le besoin, oui, le besoin de se connecter. Pardon, je continue ou pas? Le besoin que rien ne change peut être tellement important que l'alimentation varie peu. La perception du détail peut conduire la personne à refuser certains aliments. Les difficultés de mastication, déglutition, coordination des gestes, problèmes de satiété peuvent aussi parfois poser problème. Et enfin, les difficultés de communication, comme par exemple exprimer un choix, exprimer une douleur, peuvent impacter le comportement alimentaire. Je vais poser une première question donc à mes deux collègues qui accompagnent donc au quotidien effectivement des enfants, plutôt des enfants d'ailleurs, donc ayant des soucis alimentaires, voir un petit peu dans quel type de besoins, de particularités, de difficultés. Qu'est-ce qui fait, enfin les familles, quelles sont leurs demandes premières en fait quand ils viennent vous rencontrer? J'espère qu'on peut se connecter parce que j'arrive pas. Alors, en qualité d'orthophoniste, les problématiques qui sont le plus souvent rapportées sont celles de la sélectivité alimentaire, avec un panel souvent décrit comme réduit, donc peu d'aliments acceptés, mangés. Et puis également la question de comment faire pour diversifier, pour accéder à d'autres textures. C'est souvent la question de la texture qui est posée, et à d'autres variétés d'aliments, notamment les fruits et les légumes qui sont souvent les aliments les plus boudés ou les plus difficiles à introduire en termes de diversification. Et pour notre part, dans la consultation diététique, on va plus avoir les questions autour de couvrir les apports alimentaires. Est-ce que mon enfant va être carencé dans certains nutriments parce qu'il a une sélectivité alimentaire plus importante et du coup ça se recoupe beaucoup aussi avec les questions qui peuvent être posées lors des consultations orthophoniques avec la sélectivité aussi alimentaire et comment essayer d'introduire certaines nouvelles catégories d'aliments et en tout cas essayer de ne pas en évincer. Et quand les familles arrivent, est-ce qu'elles bénéficient en amont d'un bilan médical lorsqu'elles viennent voir le diététicien pour consulter une première fois? Ouais. En tout cas, nous, sur le CHU, on ne voit que des enfants qui ont un suivi médical au sein du CHU. Donc du coup, ils sont forcément passés par un examen médical. Qui peut être en lien ou pas avec la thématique alimentaire, mais en tout cas, normalement, ils sont tous envoyés par un médecin du CHU. Donc, on espère qu'il y ait une évaluation, en tout cas, au préalable. D'accord. Et est-ce qu'on retrouve plus de carences alimentaires, de carences vitaminiques, par exemple, chez les enfants
TSA, dont la sélectivité alimentaire est importante. On peut retrouver certaines carences vitaminiques, peut-être celles en vitamine C par exemple quand on a peu de légumes de consommer, mais il y a des moyens aussi de pouvoir essayer de contourner les choses et du coup de pouvoir quand même apporter les besoins nutritionnels suffisants tout en essayant de se donner le temps de travailler justement sur la sélectivité alimentaire. D'accord. Moi j'avais une question pour toi, est-ce qu'on retrouve plus d'hypotonie donc au niveau buccal chez les enfants avec TSA? Oui, tout à fait. Ce sont des enfants pour lesquels le profil de tonus global est souvent impacté, avec un tonus musculaire plus faible. Donc effectivement, on retrouve cette composante au niveau oral, avec notamment une mastication qui se peut être moins précise, et de ce fait des déglutitions plus difficiles parce que l'aliment aurait été moins mastiqué. Ça peut notamment expliquer la sélectivité de texture. Voilà, donc effectivement, les compétences oromotrices, donc de motricité de la sphère orale, souvent plus hypotoniques, sont classiquement retrouvées chez l'enfant ou l'adulte portant un trouble du spectre de l'autisme. Alors je crois que c'est une question pour toi, Orlan, très précise entre carence en vitamine 12 et magnésium. Ouais. Oui. Alors du coup, la carence en vitamine B12, c'est surtout dans les aliments de viande, poisson, œufs, dans les aliments de cette catégorie-là, donc du coup forcément parfois des aliments qui ne sont pas forcément très faciles à introduire. On en retrouve aussi, on peut, et magnésium aussi. Par exemple, la façon de contourner les choses, c'est le magnésium, on peut en retrouver aussi dans certaines eaux de boisson. Donc du coup, ça peut être une façon de pouvoir en apporter quand même. Après, là, il faudrait faire une étude précise sur chaque enfant ou adulte sur la consommation précise et évidemment les moyens de contourner, mais il y a toujours des moyens de pouvoir, en tout cas avec des compléments vitaminiques ou avec des sources différentes, de pouvoir apporter et couvrir les besoins dans différentes catégories alimentaires. Et donc, écoute, des intolérances alimentaires chez les enfants avec TSA, est-ce qu'il y en a plus que dans la population dite ordinaire Il n'y a pas plus d'intolérance, en tout cas, ou d'allergie alimentaire avérée. Après, ça peut être associé. En tout cas, avant de mettre un régime d'éviction, il est toujours bien de pouvoir faire un examen précis et d'être sûr d'avoir vraiment affaire à une intolérance ou à une allergie alimentaire. Parce que forcément, quand on va évincer une catégorie d'aliments ou un aliment, on va s'exposer à certaines carences qui peuvent toujours être compensées, mais en tout cas, ça ne se fait pas comme ça et ça doit se faire de façon accompagnée. La question qui revient aussi régulièrement est celle de faut-il forcer un enfant qui ne souhaite pas manger tel type d'aliment. Je dirais que c'est à éviter. Le forçage est de façon générale à éviter pour essayer d'éviter les associations négatives et préserver en tout cas le côté agréable autour de l'alimentation. Souvent la question qui en découle, c'est faut-il uniquement donner ce que l'enfant aime? C'est la stratégie spontanément utilisée parce que c'est la plus accessible. Mais en tout cas, il faut veiller à pouvoir proposer régulièrement des aliments nouveaux que l'on souhaiterait pouvoir introduire en compagnie de cet aliment qui est souvent appelé aliment copain. Mais justement par rapport à l'aliment copain, je pense que peut-être une des premières pistes aussi, c'est de pouvoir
Si l'aliment copain c'est la pomme de terre, c'est peut-être aussi permettre à l'enfant de découvrir la pomme de terre sous toutes ses formes, et déjà parce qu'une pomme de terre effectivement elle peut revêtir différentes textures, donc si elle est cuite dans l'huile, effectivement elle n'aura pas la même texture que si elle est moulinée. Ensuite ça peut permettre d'introduire effectivement d'autres aliments dans la purée, etc., etc. Et puis ça peut aussi permettre à l'enfant de voir un petit peu ce processus de transformation, et ça peut peut-être éviter aussi certaines craintes, certaines peurs qui peuvent aussi liées au fait que l'enfant ne reconnaît pas effectivement ce qu'il mange, alors que si on est allé faire les courses avec l'enfant, ou si on va chercher effectivement la pomme de terre dans le champ, c'est encore peut-être encore mieux effectivement, et si on découpe cette pomme de terre, elle va changer effectivement, elle va changer de couleur, et si on la coupe, elle va changer de forme, elle va rester de la pomme de terre. Donc on va pouvoir la goûter crue, on va pouvoir la goûter cuite, etc. Et puis rajouter au fur et à mesure d'autres types d'aliments. C'est peut-être une des premières pistes de diversification. Après, est-ce que la deuxième piste, ce serait d'apporter un aliment nouveau, par exemple dans l'assiette de l'enfant, et d'accepter effectivement que l'enfant n'y touche pas dans un premier temps, et de répéter effectivement jusqu'à ce que l'enfant se familiarise avec cette assiette. Et mais pour ça, j'imagine bien qu'il va falloir trouver aussi des stratégies pour que ce moment du repas puisse être un moment le plus calme possible, c'est-à-dire que quand on se met à table, en règle générale, on sait que ça peut être compliqué ce moment-là pour les parents, donc peut-être choisir une activité extrêmement calme avant de démarrer ce moment-là, et puis ne pas être non plus sur plusieurs batailles à la fois, c'est-à-dire que si on choisit effectivement que l'enfant puisse au fur et à mesure goûter d'autres aliments, on va certainement moins être exigeant sur des manières de table, par exemple. Effectivement, manger, ce sont des schémas de plusieurs ordres, en fait, des schémas physiologiques qui sont à préserver, ce dont nous parle Orlan, des schémas sensoriels qui sont à penser et à aménager, et puis des schémas culturels, des schémas nutritionnels qui sont à évaluer. Quand on reçoit une stimulation d'un point de vue alimentaire, il y a une partie inconsciente qui est plutôt une partie réflexe, qui entre en jeu, et puis il y a une partie consciente qui est celle des sensations, de la sensorialité. Ces sensations, elles sont ensuite organisées en fonction des expériences et de la mémoire et de la personnalité. Donc effectivement, pour introduire un nouvel aliment, le tolérer sur la table, c'est déjà une première étape. Manger, accepter un nouvel aliment, c'est une succession de plus d'une trentaine de barreaux d'échelle à gravir. Donc le tolérer déjà sur la table, c'est déjà une grande victoire. Les troubles alimentaires résultent principalement de troubles sensoriels, voilà, et comprendre ce qui gêne, c'est déjà résoudre en partie les choses. Et en effet, je pense que essayer d'avoir des conditions propices et se dire que peut-être quand on fait les essais, on essaye de tourner peut-être pas le soir quand tout le monde est dans le rush et un peu fatigué, et se dire que quand on veut introduire un nouvel aliment, il faut aussi que les conditions soient optimales et qu'on puisse se permettre de faire l'essai à ce moment-là. Une autre question pour toi, Orlan. Par rapport aux intolérances au caséine ou au lait globalement, et puis au gluten, donc du coup qui en découle des régimes sans caséine, sans lait ou sans gluten. Alors dans les études, il n'y a pas de lien avéré entre le comportement et l'éviction des caséines ou du gluten. Après, ça c'est un grand principe. Après, chaque enfant est différent. Il faut aller plus loin sur la nécessité ou pas de faire ces régimes d'éviction. En tout cas, ce qui est bien, c'est toujours de le faire de façon accompagnée pour ne pas non plus risquer de carence et se priver de certains apports alimentaires. Pour rechercher, je pense que c'était à la question sur l'analyse des intolérances. En fait, alors pour les carences en vitamines, en général, c'est des dosages sanguins.
du coup, qui sont réalisés pour voir si le statut vitaminique est suffisant. Après, pour le reste, voilà, c'est plus de l'ordre médical, donc je ne vais pas aller plus loin dans les analyses sur les vitamines et les minéraux. Mais en tout cas, voilà, pour les régimes d'éviction, en tout cas, c'est toujours à mettre avec un bémol parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent que ça a un intérêt. Mais en tout cas, si c'est le cas et si il est pratiqué, il vaut mieux le faire de façon accompagnée. Je pense qu'il y a une petite question pour toi, Caroline, donc par rapport au travail de stimulation bucco-faciale. Oui, alors effectivement, on a parlé tout à l'heure des aspects oromoteurs de l'alimentation et des aspects sensoriels. La question qui se pose là est de celle peut-être de la désensibilisation de ces capteurs dans la bouche, puisque la question est celle-ci. Effectivement, c'est un travail qui peut être proposé. Ça n'est pas le seul levier dont disposent les orthophonistes pour envisager des troubles de l'oralité alimentaire. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, l'alimentation elle est au carrefour du sensoriel, du physiologique et de la notion de plaisir, d'habitude et de ritualisation. Donc il y a effectivement tous ces aspects-là à envisager. Le travail oromoteur est nécessaire, ou de désensibilisation est nécessaire. Après, un bilan orthophonique en tout cas qui permet de faire un état de lieu des fonctions oromotrices. Et aujourd'hui, est-ce que c'est très répandu ce travail de désensibilisation, que ce soit au niveau tactile, proprioceptif Ça fait partie de la boîte à outils qui peut être utilisée. Ça n'est pas le seul, effectivement, la seule piste de prise en charge et d'accompagnement. Une autre question. Alors juste pour continuer, puisque effectivement on est en attente de questions supplémentaires, moi je te rejoins sur le fait que quand on introduit, quand on souhaite effectivement diversifier l'alimentation de son enfant avec TSA, donc il faut plutôt le faire dans un moment où on est particulièrement disponible, et puis aussi peut-être choisir un environnement de repas sans trop de stimulation. Si l'enfant effectivement est fatigué, on va éviter effectivement les stimulations visuelles qui peuvent être pour certains enfants très agressives. Si effectivement il y a une hypersensibilité auditive, on va plutôt utiliser des couverts qui feront moins de bruit quand ça va s'entrechoquer. On peut aussi utiliser des dessous d'assiettes, pour éviter effectivement qu'il y ait des bruits, des accumulations de bruit supplémentaires. On va aussi peut-être veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'odeur s'il y a une hypersensibilité olfactive, etc. Ça veut dire que en fonction de la connaissance que l'on a du mode de fonctionnement de son enfant, de ses particularités, il est assez aisé, j'ai envie de dire, d'aménager un petit peu les choses pour que l'enfant puisse être le plus confort possible dans un moment où l'exigence, en tout cas pour lui, particulière, et de stress aussi. Effectivement, le repas peut être un moment structuré et prévisible avec un début et une fin qui permet en fait d'installer une sorte de routine créant un environnement plus propice à l'introduction de nouveaux aliments ensuite. Voilà, une petite technique de fin de repas pourrait être par exemple de laisser l'enfant débarrasser son assiette pour qu'il ait la notion que c'est terminé, que ce moment-là est terminé. Ça peut être un moment compliqué. Voilà.
Donc effectivement, la ritualisation, l'aménagement de l'environnement, la compréhension fournir une grille de lecture autour du repas, ça semble des éléments en faveur d'une meilleure acceptation. Une question, Anne. Donc certainement lien entre microbiote intestinal, c'est-à-dire la flore intestinale, et autisme. Oui. Ça, c'est vrai que c'est une des pistes de recherche actuelles sur le lien entre le microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries qui colonisent les intestins naturellement de chaque individu. Pour rappeler qu'ils sont quand même de 100 000 milliards. Oui, c'est voilà, qui peuvent être d'une variété très différente en fait, en fonction de plein de paramètres différents. Et donc du coup, entre justement la variété qu'on va retrouver au niveau bactérienne, au niveau de ce microbiote et l'autisme, du coup, ça c'est quelque chose qui est beaucoup étudié en ce moment. Pour l'instant, rien ne se dégage de particulier, en tout cas par rapport à ça, c'est encore à l'état d'étude, mais en tout cas c'est une piste de recherche en tout cas qui est en ce moment assez étudiée et donc du coup qui pourrait peut-être apporter, si ce n'est des réponses, au moins une piste d'explication sur certains troubles intestinaux ou certaines particularités peut-être. Il semblerait qu'il y ait des effets positifs. Là, actuellement, il y a des recherches. Je crois qu'au CHU de Rouen, d'ailleurs, ils font tout un travail sur la transplantation fécale. Oui, la microbiote fécale, en fait, oui, voilà. Du coup, ça, c'est des choses, voilà, des pistes de recherche qui seront peut-être amenées à l'avenir à se renforcer. Ce qui quand même repose la question effectivement de la diversification alimentaire pour que ce microbiote puisse être vraiment qualitatif, puisqu'on voit aujourd'hui à quel point il peut être important. Donc, et cette diversification alimentaire, j'imagine qu'elle est aussi tout aussi importante au moment de in utero. Oui. Oui, du coup, l'alimentation, elle commence dès l'alimentation au sein du ventre maternel, et donc du coup, on va avoir des bactéries différentes, et donc du coup, et puis l'environnement va aussi influencer ce microbiote, et puis l'alimentation va faire que, en fonction de la variété et la diversité de ce qu'on va consommer, favoriser ou défavoriser certaines souches bactériennes, et donc du coup pouvoir modifier et du coup le microbiote. Alors je ne pense pas me tromper, tu me redis, Orlane, je crois que c'est vraiment dans les 3 premières années de vie que se construit effectivement le microbiote et son immunité pour le coup. Oui, on parle souvent des 1000 premiers jours, voilà. Et c'est ça qui est la fenêtre très importante. Du coup, ces 1000 premiers jours, ils commencent dès la conception, et donc du coup ça correspond à peu près à un petit peu plus de 2 ans de l'enfant. Puisque pour ceux qui ont vu peut-être la conférence ou qui n'ont pas vu la conférence de Madame Recherdy, elle nous a quand même rappelé aussi que la néophobie alimentaire était un processus tout à fait ordinaire dans le développement de l'enfant, que cette néophobie elle existe, mais qu'à partir de 24 mois effectivement l'enfant lui commence vraiment à se faire ses goûts et ses dégoûts, et il va commencer petit à petit à accepter effectivement la diversification alimentaire, et que chez les enfants avec TSA, effectivement, ça va plutôt s'empister, ça va être beaucoup plus compliqué, effectivement, de passer de dégoûts forts à des goûts différents et autres. Et en fait, effectivement, c'est ce qui a été rapporté au décours de cette soirée sur la socialisation alimentaire des enfants avec PFA. Et c'est qu'en tout cas, ça fait partie du parcours typique
de l'enfant d'avoir des périodes, et notamment autour de 2 ans, une période de néophobie alimentaire, avec en tout cas dans la population d'enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme, une cristallisation avec réduction du panel alimentaire et voilà, quelque chose qui dure dans le temps, là où c'est une fenêtre qui n'est pas chronique dans le développement habituel. Alors là, il y a une question que je ne sais pas sur les facteurs environnementaux, pesticides, métaux lourds. Je ne sais pas du tout ce que recherche, quelle est la question. On peut peut-être parler effectivement aussi de l'alimentation transformée. Je pense qu'il peut être aujourd'hui un vrai souci justement par rapport au microbiote, hein, puisque effectivement ces bactéries, elles ont quand même une propriété première qui est aussi des propriétés anti-inflammatoires, et c'est vrai que les aliments transformés aujourd'hui ne vont pas permettre effectivement ces mécanismes-là, donc c'est un vrai souci. Après, évidemment, dans l'alimentation, on imagine bien que si l'alimentation est bourrée de pesticides, voire de métaux lourds, aujourd'hui il y a des recherches aussi faites sur l'effet négatif, que ce soit sur effectivement des pathologies cancéreuses ou autres. Enfin là, pour le coup, c'est pas vraiment notre global, c'est plutôt global, quoi, tout à fait. Oui. Question sur TSA, lien et vaccination ROR. Là c'est très clair, hein, il n'y a pas eu du tout de lien, donc ça a été vraiment démenti. Maintenant, il faut savoir que la vaccination ROR, elle est demandée à l'âge de 4-5 ans, et effectivement, en règle générale, donc les parents, c'est plutôt l'âge où vont se développer les particularités, les plus grandes particularités comportementales ou les grandes particularités de communication de l'enfant. Donc les parents peuvent effectivement avoir fait un lien donc entre les deux, mais très clairement l'étude de mars 2019 dit qu'il n'y a aucun lien entre TSA et vaccination ROR. Alors, peut-être Orlane pour toi, une question. La question est par rapport à la sonde j'imagine la sonde nasogastrique. Certainement, parce que la sonde de gastrostomie. Oui, voilà. Et puis, Ah oui. C'est peut-être que sur certains enfants qui vont rejeter totalement l'alimentation, et pour qui on va proposer des sondes nasogastriques ou des gastrostomies, j'imagine. On va peut-être attendre juste la fin de la question. De la question. Parce que du coup, oui. là pour l'instant, c'est... Oui, ouais. Je pense que la question, ça doit être quel est l'intérêt du coup de passer par un dispositif du coup type gastrostomie ou les sondes nasogastriques chez des enfants qui vont rejeter totalement l'alimentation du coup avec un bouton de gastrostomie ou voilà, parce que du coup alors pour juste expliquer un petit peu ce que sont ces dispositifs. C'est ça, oui, alors du coup donc l'alimentation entérale, donc celle qui passe par le tube digestif, c'est une alimentation où on va soit par le dispositif de la sonde nasogastrique apporter directement au niveau de l'estomac un liquide nutritif ou une alimentation en tout cas, voilà, une alimentation plutôt liquide qui apporte du coup tous les nutriments, et les vitamines et les minéraux.
La sonde gastrique, comme son nom l'indique, elle est passée au niveau du nez, et le bouton de gastrostomie est un bouton qui est directement, on a fait aboucher à la peau en fait l'estomac, et on va pouvoir connecter un dispositif pour apporter l'alimentation directement. Du coup, ce dispositif permet d'utiliser une alimentation qui va apporter, en tout cas au sens strict du nutritionnel, tous les nutriments, les vitamines et minéraux nécessaires à la bonne croissance d'un enfant ou à la survie d'un adulte. Après, du coup, ce dispositif, je ne sais pas dans quel cadre est mis en place dans les cas d'autisme. En tout cas, je pense que... Alors, pour accompagner au CHU des enfants porteurs de ce type de dispositif, alors pas forcément dans le cadre d'un trouble du spectre de l'autisme, mais parfois dans d'autres circonstances. Effectivement, c'est un dispositif qui peut être proposé en cas de cassure importante de la courbe de poids et de risque majeur, en tout cas pour la santé. C'est un passage qui peut être tout à fait transitoire, et le rôle que peut avoir l'orthophoniste dans cette situation, c'est de continuer à travailler et d'accompagner les familles autour de l'investissement de la sphère orale et autour de l'alimentation. En tout cas, gastrostomie ou sonde, quelle qu'elle soit, ne bloque pas le reste des prises en charge, et doit être accompagnée, en tout cas au-delà de l'avis médical, d'un avis orthophonique pour continuer à envisager l'oralité dans toute sa globalité sensorielle, perceptive et motrice. On imagine que ça reste néanmoins exceptionnel. Oui, ça reste un dispositif vraiment je pense quand il y a un réel danger en fait de la restriction alimentaire ou du rejet total alimentaire par exemple, où il va y avoir un impact pour des raisons médicales, mais ça va être en tout cas je pense un dispositif qui va être vraiment utilisé lorsque une cassure de la courbe de croissance par exemple chez un enfant, et donc du coup l'intérêt des deux dispositifs, c'est qu'en général la sonde nasogastrique a vocation à ne pas être utilisée sur une longue période, mais on passe plutôt via le bouton de gastrostomie si on va sur un dispositif plus long, et en tout cas après ça se discute au cas par cas, et on voit vraiment en fonction des possibilités de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte, et vraiment du danger de rester dans cette situation actuelle avec parfois la longueur et de la progression en fait où on ne peut pas attendre que finalement la progression se fasse naturellement, et on a besoin de ça au moins pour s'affranchir du risque pour la santé. En tout cas, c'est jamais proposé en première intention, ça c'est sûr. Il y a une question, y a-t-il un âge où il devient compliqué pour l'enfant d'intégrer de nouveaux aliments? Madame Rocherdy a pu nous dire lors de sa conférence effectivement que le choix d'aliments limité, la période la plus difficile en fait, c'est entre 3 et 7 ans. Et pour introduire un nouvel aliment, je crois qu'il n'y a pas de limite. Il y a des étapes en fait. Tolérer l'aliment sur la table est déjà une première étape. Le piquer avec sa fourchette en est une seconde. L'accepter dans son assiette, encore une. Des petites adaptations peuvent être proposées, un contenant blanc pour les pâtes, un contenant vert pour la viande, voilà, qu'il y ait une grille de lecture qui soit facilitée. En tout cas, introduire un nouvel aliment reste possible, peu
importe l'âge, il n'y a pas de date butoir, entre guillemets, d'introduction d'aliments. C'est même possible à l'âge adulte, parce que moi je vois énormément d'adultes effectivement avec TSA, et puis introduction d'aliments nouveaux est tout à fait possible à l'âge adulte. Ça va vraiment dépendre du contexte de vie, du confort de la personne à ce moment-là, effectivement. Enfin, donc c'est quand même multi paramètres, mais bien sûr, il n'y a rien de figé, dans le temps, bien sûr. Et du coup, on a une question sur comment travailler avec justement des enfants un peu plus grands, du coup, et ça, moi j'aurais tendance à dire un peu de la même façon que pour les plus petits, c'est-à-dire qu'on recommence aussi avec essayer de l'avoir, de tolérer sa présence et après de l'introduire au plus près finalement de la consommation avant de pouvoir. Ça peut être aussi essayer que l'enfant assiste à la préparation du repas aussi, à la conception, pas forcément à participer en stricto sensu à faire la cuisine, mais déjà qu'il soit dans la pièce et qu'il voit la transformation de l'aliment. Parfois ça peut aussi aider, tenter si bien qu'il ne soit pas trop embêté par les odeurs aussi, parce qu'il y a toujours cette dimension-là. Mais c'est important aussi d'en faire un moment plaisir. Exactement, voilà, un moment peut-être ludique et agréable en tout cas. En tout cas, on a plutôt envie de se dire qu'il faut aider, soutenir la compréhension des repas avec des rituels, un cadre sensoriel stable, pouvoir préparer les changements et puis fixer des objectifs se fixer des objectifs qui sont réalisables. Et là, par exemple, dans la question qui nous était posée, c'est pour une jeune fille de 12 ans qui a des restrictions en termes de couleur et de texture. Comprendre ce qui amène à ces restrictions, ça va déjà donner des pistes pour savoir sur quel levier pouvoir appuyer, sur quelle petite stratégie, quel petit pas pouvoir lui proposer. Voilà, vraiment un pas à la fois. Chaque petit pas est vraiment une victoire en termes d'acceptation. Il y a, je ne le dirai jamais assez, mais beaucoup d'étapes avant la mastication et la déglutition d'un aliment. Voilà, c'est vraiment chaque petite avancée est vraiment déjà une très grande victoire. On a une question sur qui peut aider, si j'ai bien compris. Donc globalement, c'est vrai que on a parlé tout à l'heure, peut-être avant de qui peut aider, qui peut bilanter, et ensuite qui peut accompagner, parce que c'est important quand même de pouvoir bilanter. On a parlé du bilan médical tout à l'heure, on peut parler du bilan nutritionnel effectivement, qui va permettre de faire le point entre les apports nutritionnels et les besoins de l'enfant. On peut parler du bilan ortho effectivement pour analyser les problèmes liés à la sphère buccale. On peut parler du bilan ergo-psychomotricien effectivement pour analyser un petit peu les problèmes sensoriels, les problèmes de motricité manuelle aussi qui peuvent effectivement avoir un impact sur le comportement alimentaire. On peut aussi parler d'un bilan plus global qui peut être fait par des psychologues, par des éducateurs spécialisés, effectivement, parce que c'est important d'avoir aussi une vision globale des particularités, difficultés, et aussi s'appuyer sur les ressources de la personne pour pouvoir en mettre en place les stratégies, les adaptations, l'accompagnement qui va faire que ce sera beaucoup plus tranquille et pour l'enfant et sa famille. Donc, effectivement, l'alimentation, en tout cas, est au carrefour de beaucoup de disciplines et de prise en charge. Je crois que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, à la compréhension de ce qui gêne et avoir des outils pertinents à proposer dans l'accompagnement. La place de chacun est indispensable pour permettre d'apporter des solutions les plus sur mesure possible. On a une question, je crois, sur le fait, est-ce qu'il faut ou pas contraindre les enfants à rester à table, par exemple, pour des enfants qui auraient des difficultés à se maintenir je ne crois pas qu'il y ait une réponse déjà, il n'y a pas de réponse toute faite. Après, la contrainte, il faut déjà regarder pourquoi il ne reste pas à table, mais si c'est un enfant qui a aussi
des problèmes d'attention ou d'hyperactivité, enfin bon, après, voilà, donc de tonus, etc. Et puis, on en parlait déjà tout à l'heure, il faut quand même choisir peut-être ses batailles, hein, c'est-à-dire que si sa bataille, c'est effectivement que l'enfant puisse un petit peu, que son alimentation puisse commencer à se diversifier, on ne va pas non plus, en plus, lui demander, le contraindre effectivement à rester assis pendant 20 minutes à table. S'il reste assis quelques minutes, c'est génial. Après, ça veut dire que l'on peut peut-être aussi trouver un matériel, enfin des supports qui va pouvoir rester assis plus longtemps. Après, c'est pour ça qu'il faut faire aussi un bilan sensoriel pour voir quel type de matériel pourrait lui convenir davantage. Enfin, et puis oui, effectivement, c'est aussi soutenir la compréhension des repas. Ça peut aussi vouloir dire avoir des supports visuels, des rituels temporels, avec cette notion de début et de fin, c'est-à-dire cette activité quotidienne. Elle commence, mais il y a un moment où elle se termine, et ça reste vraiment prépondérant pour pouvoir avancer. Effectivement, on peut envisager par exemple d'avoir un timer, d'avoir aussi des renforçateurs, des choses qui génèrent du plaisir, parce que si le plaisir manque autour de l'alimentation, autour de l'ingestion des aliments, on peut le générer autrement. Voilà, un renforçateur associé peut permettre aussi de se poser davantage autour de la table. Enfin, le renforçateur et puis aussi peut-être surtout des routines, c'est-à-dire que l'enfant, on puisse faire toujours la même chose à la fin du repas, c'est-à-dire peut-être permettre à l'enfant de prendre son assiette, de retirer ce qu'il a dans l'assiette à la poubelle, ça veut dire que c'est fini, quoi. Et parce que la notion de durée, on sait que ce sont des notions compliquées, etc. Ça peut vraiment beaucoup générer de stress si l'enfant ne sait pas combien de temps ça va durer. Enfin, c'est vraiment plein de petites stratégies. Maintenant, effectivement, il faut vraiment pouvoir évaluer à chaque fois, chaque situation est particulière, chaque besoin, enfin, les enfants ont des besoins très différents, donc on ne peut pas répondre de manière spécifique, mais globalement, effectivement, il y a énormément de stratégies possibles à mettre en place. On a une question par rapport au bilan ORL, justement. Oui, je pense qu'au préalable, de toute façon, c'est toujours intéressant de pouvoir faire éliminer toute cause organique ou toute cause physiologique en fait à des difficultés, en tout cas de pouvoir, s'il y a moyen de prendre en charge justement certaines difficultés par des adaptations, quelles qu'elles soient, en tout cas c'est intéressant en tout cas de faire un bilan de débrouillage, je pense au départ, et de savoir justement éliminer les causes organiques, ça je pense que c'est comme le bilan visuel aussi. Enfin, exactement, et on parlait du bilan aussi bucco-dentaire, hein, ça c'est très important aussi. Pour éliminer, comme tu disais tout à l'heure, les causes éventuelles de douleur qui pourraient être masquées et qui pourraient aussi entraver le bon déroulement des repas. Oui, je dis ça, c'est parce que je rencontre aussi beaucoup d'adultes avec TSA qui effectivement ont quand même des douleurs effectivement dentaires beaucoup plus importantes que dans la population générale, parce que voilà, c'est compliqué aussi parfois d'accéder aux soins pour différentes raisons, et ces douleurs effectivement elles vont avoir un impact sur l'alimentation, sur le choix alimentaire, elles vont avoir un impact sur la mastication, va avoir un impact sur le manque de salivation, etc. Et on sait très bien que voilà, c'est assez compliqué, mais il faut quand même aller vérifier ça de plus près, puisqu'on sait que l'expression de la douleur, chez l'enfant TSA, va revêtir des formes, pas des formes habituelles, ou en tout cas les difficultés d'expression. L'enfant il va pas forcément dire là qu'il a mal, ou en tout cas ce qui va se voir c'est le comportement de problème, et pas forcément toujours en premier lieu, il ne va pas forcément dire qu'il a mal aux dents, quoi. Alors que ça peut être un véritable souci, mais comme les douleurs gastriques aussi, hein, qui peuvent être vraiment présentes. Alors, on a une question sur des périodes mono-aliments.
C'est-à-dire que pendant un certain laps de temps, un seul type d'aliment va être accepté. En connaissez-vous beaucoup? Effectivement, c'est assez fréquent comme mode de fonctionnement autour de l'alimentation, de traverser des périodes mono-aliments et puis de s'en lasser et de pouvoir de passer à un autre aliment qui est à nouveau mono-aliment. Voilà. Mais là, ça va plutôt avoir souvent avec le manque de flexibilité, c'est-à-dire on va retrouver effectivement chez certaines personnes le manque de flexibilité, puis surtout le besoin d'immuabilité, parce qu'il y a vraiment un contrôle aussi sur retrouver le même petit déjeuner pendant des années et des années, il y a vraiment un facteur rassurant. Si c'est que le petit déjeuner et puis qu'ensuite on arrive à diversifier un tout petit peu pendant le déjeuner, ça ne pose pas de soucis particuliers, quoi. Mais effectivement, ça a aussi une fonction de réassurance. Et on a une question sur est-ce qu'on peut proposer à l'enfant de se servir lui-même, j'imagine lors des repas en fait. Ou de se servir lui-même dans le placard. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Enfin, moi, si on part du principe de se servir lui-même au cours des repas, là on tombe sur le schéma que l'on veut donner au repas. Comme disait Françoise, il faut choisir ses batailles. Si ça permet effectivement d'introduire une plus grande variabilité d'aliments, et puis ça peut permettre aussi que l'enfant contrôle vraiment l'acte. Et le fait de contrôler effectivement ce que je fais, c'est-à-dire prendre la quantité qui me fait le moins peur, par exemple, bien sûr, on y va, quoi. Ça dépend. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse unique, mais au contraire, si ça lui permet de contrôler l'acte, oui. Tout à fait. Si ça fait partie du schéma des repas, alors je crois que ça n'est pas du tout prohibé, c'est pas une mauvaise chose. Non, ça peut permettre justement une meilleure intégration du repas et une implication finalement de l'enfant dans son propre repas. Je pense que c'est plutôt, ça peut être un outil en tout cas. Alors, où trouver un ORL friendly? Donc OCRA, c'est aussi une de nos missions, bien sûr, c'est de donner de l'information, des ressources, des coordonnées de professionnels, qui peuvent évaluer et soutenir la personne si besoin. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin effectivement de contacter un professionnel en particulier. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de vos questions pour ce soir. On a essayé de répondre le plus largement possible aux interrogations, en balayant le plus de situations possibles. Et puis, merci à vous. Et puis, le CRA reste effectivement toujours disponible pour répondre à des questions qui pourraient être plus personnalisées. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes de consultation. Et puis, je sais qu'on offrira aussi une sensibilisation sur cette thématique au mois d'avril 2022.